Bonjour et bienvenue sur 350 FPS. Aujourd'hui on va parler AEG pour Airsoft Electric Gun. Si j'en avais un petit peu parlé dans ma vidéo de présentation de l'Airsoft, aujourd'hui je vais vraiment prendre le temps de vous présenter en détail comment fonctionne un AEG. Un AEG est alimenté en billes grâce à trois types de chargeurs. Vous avez les chargeurs de type RealCap qui ont une contenance exacte au modèle réel. Par exemple, un chargeur de type M4 aura 30 billes comme le vrai dans le chargeur. Vous avez des chargeurs de type MidCap qui ont une contenance supérieure au RealCap, donc vous pourrez trouver des chargeurs jusqu'à 150 billes voire 200 billes en fonction du modèle de la réplique d'arme. Et vous avez des chargeurs de type ICAP où là toutes les billes sont contenues en vrac dans le chargeur. Un petit mécanisme va les mettre en ligne dans le puits de chargeur. Ils ont aussi un désavantage ces chargeurs là, c'est de faire un petit peu les maracas. Il est alimenté en électricité grâce à une batterie. Vous avez différents types de batteries, mais généralement on va trouver des batteries de type NiMH et LiPo sur le terrain. Les batteries de type NiMH ont un fonctionnement qui nécessite de toujours les décharger avant de les recharger, à l'opposé d'une batterie de type LiPo qui ne va pas falloir décharger complètement pour pouvoir la recharger. Sur les batteries, vous avez différentes informations. Vous avez un voltage, par exemple sur 4 celle-ci 7,4 volts, qui va indiquer la puissance de la batterie pour pouvoir faire tourner le moteur. Plus ce nombre est important, plus le moteur va tourner vite et donc plus vous aurez une cadence élevée. Vous avez aussi un nombre de mini NiMH. Ce nombre va vous indiquer l'autonomie de la batterie. Plus il est élevé, plus la batterie aura de l'autonomie. Ensuite, vous avez un nombre de C. Pas sur toutes les batteries malheureusement, mais ce nombre va vous indiquer la décharge de la batterie. Plus il est élevé, plus votre batterie pourra donner son jus rapidement à votre gearbox et donc plus elle va tourner rapidement. Je viens de dire le terme gearbox. Alors qu'est-ce que c'est une gearbox? La gearbox, c'est l'ensemble des engrenages des pièces mécaniques internes à la réplique. Vous avez différents modèles de gearbox. Pour les citer rapidement, vous avez la FV1 dans le FAMAS, la V2 pour les M4 et MP5, V3 pour les G36 et AK-47, V4 pour le PSG1, V5 pour le Uzi, V6 pour les FN2000 P90 Thompson, V7 dans les M14, V8 dans le type 89 et V9 pour les next-gen type AK-74M Tokyo Marui. Vous avez aussi des gearbox pour les AEP, pour les SMG, pour les PTW qui sont toutes différentes. Mais moi je vais partir sur un gearbox V2 qui est un modèle le plus simple mais aussi le plus courant qu'on va voir sur les répliques. La V3 est assez similaire sur les V2, donc il n'y aura pas trop de problèmes de compréhension. Donc je vais procéder au démontage de ma réplique, mais ça je ne vais pas vous le montrer car comme je vous l'ai déjà dit, si vous devez faire un démontage de votre réplique, allez plutôt voir un professionnel. Ce qu'il arrive souvent, c'est que lorsqu'un débutant démonte sa réplique pour la première fois, il retourne voir sa boutique avec une boîte à chaussures où il y aura toutes les pièces de sa réplique dedans. Voilà, à tout de suite. Et nous voici devant un interne d'une réplique. Alors, comment est-ce que tout fonctionne? Tout d'abord, au dos de la gearbox, vous avez ce qu'on appelle une selector plate. Celle-ci est connectée directement à votre sélecteur de tir et va indiquer à la gearbox dans quel mode vous vous trouvez. Elle va donc vous permettre de tirer en full, en semi-automatique et aussi de mettre en place votre sécurité. La sécurité qui bloque la gâchette, c'est cette pièce-là qui va venir bloquer la gâchette lors du tir. Lorsque vous appuyez sur la gâchette, celle-ci va entraîner le petit chariot situé juste ici afin de le mettre en contact avec les deux lamelles. Ceci va donc fermer le circuit électrique et alimenter le moteur. Vous avez deux types de moteurs. Vous avez des moteurs de type high torque qui vont pouvoir entraîner des plus gros ressorts pour pouvoir avoir des puissances supérieures et aussi des moteurs high speed qui ont une cadence supérieure. Ce moteur va donc entraîner les trois engrenages situés ici. Vous avez donc le bevel gear, le spur gear et le sector gear. Vous avez là aussi les deux mêmes types de moteurs d'engrenages. Vous avez des engrenages de type high speed et des engrenages de type high torque. Sur cet engrenage, vous allez trouver un délayer qui va donc entraîner la tappet plate en arrière pour pouvoir chambrer une bille dans le bloc hop-up et également au dos le petit cut-off avec un ergot sur le sector gear afin de couper le tir lorsque vous êtes en mode semi-automatique. Donc cette partie supérieure est ce qu'on appelle la partie pneumatique. Vous avez donc le nozzle, la tappet plate, la tête de cylindre, le cylindre, le piston avec sa tête de piston goût
le ressort et le guide ressort. Alors, en fonction des différentes marques, vous aurez des informations sur vos ressorts. Vous pouvez trouver des SP90, des SP100, des SP100, etc. Moi, je ne me base pas trop sur ces informations-là, car il faut savoir que les différentes marques ne sont pas basées sur les mêmes références. Un SP90 d'une marque ne sera pas le même SP90 d'une autre. Je vais plutôt faire des essais afin de trouver la puissance qui m'intéresse pour avoir la portée. Je tiens à préciser ici que la puissance ne fait pas la portée de la réplique. La portée est due à un ensemble qui est l'étanchéité de votre ensemble pneumatique, votre canon de précision, votre bloc au pop, votre joint au pop et la qualité de vos billes. Je vais à présent vous présenter comment est l'ensemble canon au pop. Donc, à tout de suite. Alors, qu'est-ce que le hop-up? Le hop-up, c'est tout cet ensemble-ci où vous avez le bloc hop-up ainsi qu'un petit joint à l'intérieur. L'utilité de ce petit joint va être de freiner la bille sur le dessus pour lui donner un effet de rotation, ce qui va en augmenter la portée. Elle est ensuite dirigée grâce à un canon pour pouvoir sortir. La différence des canons va être souvent dans la dimension. Vous avez des 6,01, des 6,02, 6,03. Moi, dans mon cas, j'utilise un 6,20 mm pour avoir une portée supérieure aux autres canons. Savoir que généralement, il est dit qu'un canon plus petit aura une meilleure précision. C'est vrai sur une courte distance. Par contre, vous perdez en portée. Moi, je vais préférer avoir une grande portée, mais perdre légèrement en précision, car de toute façon, on touche toujours la cible, même si vous n'allez pas la toucher précisément là où vous visiez. Si vous touchez le bras, le hoot est toujours confirmé, c'est l'intérêt. Bon, j'espère que vous aurez bien compris comment fonctionne un AEG. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Par contre, petit changement concernant ma chaîne, puisqu'à présent je vais pouvoir commencer à poster quelques reviews du GIR pour commencer et des répliques dès que j'en aurai. Concernant les AEG, j'ai oublié aussi de parler du fait que les contacteurs peuvent être remplacés par ce qu'on appelle des MOV7, qui sont des contacteurs électroniques qui vont vous permettre d'avoir des fonctions supplémentaires sur vos répliques. Mais pour des personnes qui commencent l'airsoft ou qui n'ont pas beaucoup de budget, puisque un MOV7 c'est entre 70 et 100 €, bien qu'on en trouve à partir de 15 € facilement. La prochaine vidéo conseil concernera les GBB et leur entretien. Et ma prochaine vidéo review, celle-ci sera consacrée à une poche Warrior Asso System que je vous présenterai bientôt. Sur ce, bonne journée et visez juste!